Aujourd'hui, aussi fou que ça puisse paraître, on va parler du pétrole. Le pétrole est à 90-90, le détroit d'Ormuz est toujours bloqué, et les gardiens de la révolution font de la provoque en disant qu'ils attendent les Américains où ils veulent et quand ils veulent. Trump fait de la provoque en disant que les Iraniens n'ont plus d'avions, plus de bateaux, mais que mis à part ça, tout va bien. Bref, pendant que les deux parties montrent leurs biceps et disent qu'ils n'ont même pas peur, quand je parle de biceps, c'est pour rester poli, la réalité est un peu différente, puisque le baril s'envole et que les stocks de munitions sont en train de fondre comme neige au soleil. Mais la préoccupation du moment, c'est bien sûr le baril. Le baril et le détroit d'Ormuz. Chaque jour qui passe, les stockages se remplissent au nord du détroit et les navires ne peuvent pas aller livrer sans se faire tirer dessus. Et plus ça dure, plus le pétrole monte et inflige des conséquences lourdes économiquement aux économies mondiales, bien sûr. Rien qu'à la pompe, personne ne s'est gêné pour augmenter les tarifs à la seconde même où le pétrole a commencé à bouger, et ce, même malgré que les politiques ont annoncé qu'ils allaient surveiller la chose. Mais comme d'habitude, quand ça vient des politiques, c'est des conneries. Mais peu importe parce que le pétrole est à 90-90, l'inflation va repartir de plus belle, les taux ne sont pas prêts de baisser avec une inflation qui repart, et certains membres de la Fed ont commencé à parler de stagflation. En résumé, la guerre en Iran doit cesser, et elle doit cesser très vite, sinon tout va partir en vrille du côté macro, et même si l'IA continue de faire parler d'elle en tapant sur un tambour, les investisseurs n'auront qu'une seule envie, tout vendre, et attendre que l'orage passe, pour autant qu'il passe. Bienvenue donc dans ce Swiss Bliss, nous sommes le samedi 7 mars 2026 et je suis Thomas Baillet. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, on a donc parlé beaucoup du pétrole. Le centre du monde, c'était le pétrole. L'unique préoccupation du moment, c'était le pétrole et c'est toujours le pétrole. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. À lundi, bye bye et très bon week-end. Oui, non, bon, d'accord, je plaisante, mais toujours est-il que la problématique du détroit d'Ormuz qui est fermé commence à poser un sacré problème à tout le monde. Pas de vision, 20% du pétrole qui manque, 20 millions de barils par jour qui restent sur la plage et qui n'arrivent pas dans les réservoirs, dans les usines, chez les fabricants de plastique ou de textiles. C'est mathématique, ça fait monter le prix du brut. Le WTI a pris 65% depuis le milieu du mois de décembre et 46% rien que depuis mi-février. Peu importe comment on veut bien nous vendre les chiffres de l'inflation, du CPI, du PCE, les conséquences ne seront pas minimes. Et pour l'instant, toujours pas de solution à l'horizon. Alors je rappelle aussi que dans les vieilles croyances de Wall Street, si le baril est au-dessus des 100 $, c'est la récession qui frappe à la porte. Intelligence artificielle ou pas, data center ou pas. Alors vous me direz, ouais mais bon, les 100 $, c'est encore vachement loin. Oui, alors bon, vendredi matin, donc hier, le brut était à 79 $ et il termine à 90, soit près de 12 $ de hausse en une seule journée. Donc si vous me dites que les 100 $, ça sera lundi soir, j'ai pas franchement de problème à y croire. Alors oui, bien sûr, Trump et Macron veulent escorter et assurer les bateaux dans le détroit d'Ormuz. Sauf que, mis à part le dire en conférence de presse, rien ne se passe. Les assurances promises sont clairement du pipeau et beaucoup trop chères pour imaginer les mettre en place. On en a parlé dans le Morning Bull d'hier. Sans compter que si on en croit les experts, escorter des navires dans le détroit d'Ormuz, c'est pas comme escorter un convoi sur une autoroute. C'est un passage ultra étroit face à un adversaire qui utilise des tactiques qu'on qualifie d'asymétriques, comme les mines sous-marines, qui sont un cauchemar à gérer. C'est aussi des centaines de navires qui doivent passer sur des voies de 3 km de large, en gros des cibles hyper faciles, et un risque constant d'escalade militaire. Bon, ça, l'escalade, au point où l'on est, c'est plus vraiment un sujet, mais quand même. Donc oui, politiquement, ça sonne bien de dire on va escorter les navires, on est des vrais héros. C'est ronflant, et ça fait donc super-héros qui a toujours une solution. Ça fait aussi remonter un petit peu des points dans les sondages quand tout le monde te prend pour un con. Mais sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué, et beaucoup plus dangereux aussi. En gros, les déclarations qui ont été faites sont du pipeau, et ne règlent absolument rien. Et pendant ce temps-là, le pétrole monte et on ne voit toujours pas de solution à l'horizon. Donc l'inquiétude monte également et le niveau de stress aussi. Et c'est pas sûr que lundi ce soit différent. En gros,
En bref et en résumé, la semaine dernière, on a géré le son du canon et du clairon, on a vu qu'au début ça voulait pas baisser aux States, mais que l'Europe était au bord de la panique, et on a vu qu'à la fin de la semaine, le S&P 500 perdait quand même 2%, sa pire performance hebdomadaire depuis un bon moment, et c'était pire en Europe. Et puis à la fin de la semaine, on a pris des cours de géographie et de géopolitique avec le détroit d'Ormuz et le pétrole qui s'envolait. Mais ça n'était pas tout. Non, ça n'était pas tout, parce que pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur l'Iran et qu'on apprenait tous les jours des trucs sur la navigation dans le golfe Persique, il y a eu pas mal de bruit sur le private credit et sur l'emploi. Oui, le private credit. Vous savez, ce truc qui sent le poisson pourri mais qu'on veut pas voir parce que c'est pas vraiment le moment de parler de ça. Eh ben hier, on en a remis une couche, puisqu'après Bluehole, c'est BlackRock qui vient de verrouiller les retraits de ses fonds private credit. Ça sent de plus en plus meilleur. Oui, bon alors, je sais qu'en ce moment, tous les chroniqueurs financiers qui font des vidéos le samedi matin vont vous parler uniquement de la guerre, du pétrole et du détroit d'Ormuz. Je vais donc prendre le temps de vous parler un petit peu de private credit, comme ça, vous pourrez pas dire que je vous avais pas dit si jamais il se passe un truc. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Il vient de se passer quelque chose d'assez intéressant dans la finance mondiale, et presque personne n'en parle. À cause de l'Iran, bien sûr, parce qu'on est bien plus occupé à gérer la problématique du pétrole et de la guerre là-bas. Mais le plus gros gestionnaire d'actifs du monde, rien que ça, BlackRock, a tout simplement dit à certains investisseurs « Oups, désolé, vous pouvez pas récupérer votre argent. Oui, tu veux sortir ton cash, j'ai bien compris, mais non, tu peux pas. » Et pourquoi tu peux pas? Parce que, c'est logique, parce que le fonds en question fait 26 milliards de dollars et les investisseurs ont demandé à retirer 1,2 milliard rien que ce trimestre. Mais le fonds a activé une règle interne qui était écrite en petits caractères tout en bas du prospectus d'émission, maximum 5% de retrait. Résultat, la moitié des investisseurs qui voulaient sortir sont restés coincés. Et c'est pas un cas isolé. Chez Blackstone, les demandes de retrait ont atteint un record et la société a dû injecter 400 millions de son propre pognon pour tenir le coup. Et chez Bluehole Capital, c'est encore plus simple. Ils ont carrément suspendu les retraits. Alors pourquoi ça bloque? Parce que ces fonds font du private credit. En gros, au lieu d'aller voir une banque, certaines entreprises empruntent directement auprès de ces fonds. Et ça rapporte beaucoup, parce qu'on prête entre 8 et 12% par an, et même des fois un peu plus. Le problème dans tout ça, c'est que ces prêts ne se revendent pas facilement, bien sûr. Non, parce qu'on va pas se mentir, des boîtes qui empruntent à 12%, c'est pas non plus Apple et Nvidia. C'est des boîtes pourries, avec des business pourris, qui sont en train de traverser le Grand Canyon, debout sur une corde et par grand vent. Donc, quand tout va bien, personne s'en rend compte. Mais le jour où tout le monde veut sortir en même temps, comme d'habitude, forcément, il n'y a pas assez de cash, il n'y a pas assez de pognon. Et là, on découvre un détail assez important. Le marché du private credit fait quand même aujourd'hui 1800 milliards de dollars. Beaucoup de dettes, très peu de transparence, des actifs totalement illiquides, et maintenant des taux élevés et une économie qui ralentit. Et aussi, des taux qui pourraient devenir plus élevés avec l'inflation qui redémarre et le pétrole qui explose. Eh oui, c'est ça. Alors attention, c'est pas encore une crise, c'est encore un peu tôt pour parler de ça. Mais dans la finance, l'histoire est toujours la même. Les crises commencent rarement par une explosion, elles commencent par une phase toute simple. Désolé, vous pouvez pas récupérer votre argent. On garde ça en tête, mais je prends le pari qu'on va en reparler la semaine prochaine. Et puis alors, le dernier sujet qu'il faut aborder ce week-end, c'est le sujet dont tout le monde se fout, celui des chiffres de l'emploi. Oui, parce que cette semaine, on se foutait pas mal de l'emploi parce qu'il y avait, oui, le pétrole. Pourtant, les chiffres des NFP étaient bien merdiques. L'économie américaine a donc perdu 92 000 emplois en février, alors que les économistes experts et surentraînés attendaient plutôt 50 000 créations d'emplois. C'est un ratage spectaculaire, encore une fois. C'est même la 3e fois en 5 mois que l'économie détruit des emplois. Et pendant ce temps-là, le taux de chômage remonte à 4,4%, alors que le mois dernier, on était tout content parce qu'il avait baissé à 4,3%. Alors évidemment, il y a quelques excuses. Un hiver particulièrement violent qui a ralenti certains secteurs, une grosse grève dans le système hospitalier qui a fait disparaître près de 30 000 emplois temporaires, et on a des excuses pour s'être gouré. Mais en même temps, même en retirant ces effets-là, le chiffre, il est quand même plutôt faible. Et quand je dis faible, c'est pour rester poli aussi. J'aurais plutôt dû dire dégueulasse. Certains secteurs commencent à montrer des signes de fatigue. Les services liés à l'information, notamment touchés par
l'intelligence artificielle, eux continuent de supprimer des postes. L'industrie manufacturière recule aussi, malgré les tarifs douaniers censés ramener les usines aux États-Unis. Et même la fonction publique fédérale perd des emplois, conséquence des coupes budgétaires par Donald Trump. La seule vraie bonne nouvelle, c'est que les salaires continuent de monter. Les revenus horaires progressent de 0,4% sur un mois et de 3,8% sur un an, ce qui reste quand même solide. Bref, on a un marché du travail qui ralentit doucement, mais qui ne s'effondre pas non plus. C'est une façon de se rassurer. C'est moche, mais ça aurait pu être pire. Et ceux qui bossent touchent au moins des salaires corrects. Et évidemment, tout le monde regarde maintenant la Fed. Après ces chiffres, les marchés commencent déjà à parier sur des baisses de taux cet été. Sauf que l'inflation va repartir à toute vitesse, à cause du pétrole. Alors oui, baisse des taux pour relancer l'emploi ou hausse des taux pour freiner l'inflation? Hier, le marché a terminé en baisse et on se rend compte chaque jour que l'équation est de plus en plus compliquée. Donc pour résumer, l'économie américaine perd un peu de vitesse, mais elle ne cale pas encore. Et la question maintenant, c'est de savoir si c'est un simple trou d'air ou est-ce que c'est le début de quelque chose de plus sérieux. D'ailleurs, hier, le patron de la Fed de Chicago, Austin Goolsbee, est venu expliquer que si le chômage continue de monter pendant que les prix de l'énergie explosent à cause de la guerre en Iran, on pourrait se retrouver exactement dans un scénario de stagflation. Et la stagflation, c'est le pire cauchemar d'une banque centrale. Pourquoi? Parce que tu as une économie qui ralentit, mais une inflation qui reste élevée. Aujourd'hui, le chômage américain vient de remonter à 4,4%. C'est rien de dramatique pour l'instant, mais si la tendance devait durer plusieurs mois, ça pourrait devenir un problème. Et le deuxième risque vient du pétrole. Si les prix de l'énergie montent durablement, l'inflation pourrait repartir à la hausse. Et la Fed se retrouverait coincé. Parce que ça deviendrait difficile de savoir si l'inflation vient de la hausse du pétrole, des tarifs douaniers ou d'un vrai problème de l'économie. Et si ces chocs s'additionnent, on pourrait se retrouver avec un choc d'offres un peu comme ceux qu'on a connus dans les années 70 et qui ont mis des années à disparaître. Donc pour résumer, si le chômage monte, que le pétrole flambe et que l'inflation reste trop élevée, la Fed pourrait se retrouver dans un scénario le plus complexe possible. Et dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de bonnes solutions. Et tout ça avec un nouveau management qui arrive au mois de mai. Bref, si on résume la situation globale, le pétrole monte, le détroit d'Ormuz est bloqué, l'inflation risque de repartir, l'emploi commence à montrer des signes de fatigue, le private credit commence à sentir mauvais, et la Fed se retrouve coincée entre inflation et ralentissement économique. En clair, c'est la merde. Alors oui, bien sûr, peut-être que tout ça va se calmer, peut-être que le pétrole va redescendre, que la guerre va se calmer, que les marchés vont repartir comme si de rien n'était, mais si c'était pas le cas, on risque simplement d'entrer dans une période où tout devient plus fragile, plus cher et plus instable. Et dans ce genre de configuration, les marchés ne paniquent. Pas toujours tout de suite, mais l'histoire montre qu'à un moment ou à un autre, ils finissent toujours par se réveiller. Si on regarde les performances de la semaine, alors l'argent s'est pris une tôle, il perd 10,65%. Regardez les semi-conducteurs, on baisse de 7,2% sur la semaine. Le DAX, moins 6,7%, le CAC, moins 6,84%, le SMI, moins 6,66%. On dirait que tout se passe chez nous. On dirait que c'est Zurich qui est en train de se faire bombarder par les Américains. C'est assez spectaculaire. Le Nikkei repère 5,49%, le Hang Seng 3,28%. J'ai pas mis le Kospi, mais il s'est fait démonter la tête également. Puis finalement, le S&P 500 perd 2% sur la semaine, le Nasdaq 1,24%. Donc on voit qu'il y a quand même des trucs qui tiennent à l'intérieur de tout ça. Le Bitcoin se reprend un petit peu après 2-3 histoires de Trump cette semaine, donc il prend 1%. Et alors le pétrole, bien sûr, plus 35% sur la semaine. C'est le grand vainqueur, mais un grand vainqueur qui risque quand même de nous coûter cher à terme. Du côté de la perf du SMI, alors c'est assez simple, c'est tout le monde est dans le rouge, 20 titres dans le rouge. Donc Swisscom, moins 0,49, c'est le meilleur de la semaine. Le JTech, moins 1,02, c'est le deuxième sur le podium. Puis Kuehne+Nagel, qui vivent quand même une sale période à cause de tout ce qui est transport, qui perd 3,60%, puis alors de l'autre côté, Geberit se fait massacrer. Oui, parce que d'abord on détruit et la reconstruction, ça viendra plus tard, ça fera des opportunités d'achat. Zurich perd 8,75 à cause de la thématique des assurances, comme Swiss Re, comme Swiss Life, Novartis, Nestlé, Roche, tout le monde dans le pâté. UBS qui perd 6,8% malgré quelques bonnes nouvelles. Enfin bref, de toute façon, il faut bien regarder une chose, c'est que la performance du SMI hier n'était absolument pas liée à ses acteurs principaux, c'était juste panique à bord, tout le monde a tout vendu n'importe où, n'importe comment, sans jamais réfléchir, tout simplement parce qu'on avait peur du son du canon. On verra comment on va se comporter au son du clairon, mais si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le SMI cette semaine, on peut largement espérer que le jour où les choses vont se calmer, eh bien on va repartir justement très très bien dans cette théorie au son du canon. Il faudra trouver le bon moment pour acheter, pour essayer de jouer le rebond. D'un point de vue technique, alors vous avez le graphique du SMI, donc ça se passe de commentaires. On a buté la semaine dernière sur
Et c'est 14 000 qui était notre point d'inflexion. Souvenez-vous, on en avait parlé, on a tapé ici. On s'est arrêté là, et puis derrière, bam. Alors ça n'a rien à voir avec l'effet technique, parce que l'Iran nous a bien aidés. Mais vous voyez quand même que l'un dans l'autre, on a tapé contre la résistance, on a cassé la moyenne mobile des 50 jours, on est allé chercher des extrêmes aux 13 000 quand même vendredi. C'est quand même spectaculaire. On a fait 1000 points sur le SMI pour des bombardements qui ont lieu au Moyen-Orient. On est venu rechercher les 13 000, mais on rebondit en fin de séance. Et regardez, on s'arrête pile poil sur cette tendance haussière. On essaie de la réintégrer. Si les choses se calment la semaine prochaine, le SMI va repartir comme une balle, parce que franchement, quand on voit le massacre qui a eu lieu là, la semaine dernière, j'ai quand même de la peine à comprendre, surtout quand on voit l'exposition que la Suisse peut avoir par rapport à ses marchés au Moyen-Orient. Alors évidemment, le pétrole n'aide pas, mais quand même, il y a eu une sacrée exagération. Le S&P 500, il est toujours dans son range un petit peu chiant pour le moment. Vous voyez qu'on est revenu sur les 6700, qui sont un peu notre support pour le moment. Il ne faudrait pas qu'on aille chercher trop loin. Après, la prochaine porte ouverte, ce sera les 6600 sur la moyenne mobile des 200 jours, et puis aller rechercher peut-être les extrêmes du mois de novembre à 6530, si ça continuait à taper, mais ça, on aura la réponse avec ce qui va se passer ce week-end dans la région, et si peut-être il y avait un espèce d'une ébauche d'amélioration lundi matin ou pas. En gros, c'est de savoir si on va encore perdre quelques 3 ou 4% sur le S&P 500, ou est-ce qu'on va tenter le rebond, mais pour l'instant, franchement, le graphique n'est pas super motivant. Le Nasdaq, c'est pareil, mais ça tient quand même. Il y a eu quand même eu des bonnes nouvelles. Et puis les gros noms, les Nvidia, les Apple, et puis on a eu des très bons chiffres sur Marvel, permettent quand même de bien tenir le choc sur le Nasdaq pour l'instant comparé au S&P 500. Alors le SOX, par contre, lui, c'est une catastrophe. Donc il y a eu quand même pas mal on a bien tapé dessus la semaine dernière. On a vu les performances sont catastrophiques sur la semaine. On revient sur les 7500 qui font effet de support sur le SOX. Attention à une accélération baissière en direction de la moyenne mobile des 200 jours, ce qui n'est pas complètement exclu en ce moment parce que le marché est quand même relativement faible. Et n'oubliez pas non plus dans vos carnets de notes pour la semaine prochaine que le SOX est quand même un indicateur avancé, c'est-à-dire que si lui commence à lâcher, tout le reste risque bien de lâcher avec. Rapidement, le CAC 40, c'est la même chose, effondrement la semaine dernière à cause de tout ça, on est revenu sur les 8000. Donc voilà, on avait été chercher les plus hauts la semaine dernière, c'était l'euphorie, on a perdu quasiment 600 points, plus de 600 points sur le CAC. On est revenu comme par hasard sur nos supports qu'on avait dans la zone des 8000, donc pour l'instant, tant que là ça tient, tant que la moyenne mobile des 200 jours tient, il y a encore de l'espoir. Le DAX ne revient pas des plus hauts, mais vous voyez, la claque de la semaine est quand même assez impressionnante. On est presque revenu là aussi sur les supports en bas, là dans la zone des 23 250. On était à deux doigts d'aller chercher les plus hauts historiques, là aussi on a pris 1500 points dans la tête. C'était assez violent, et pour l'instant, on doit absolument, pour la situation du worst case scénario, tenir les 23 250 au risque d'aller chercher beaucoup plus bas. La valeur refuge n'a pas été autant refuge que ça, donc vous voyez que ça reste quand même pas mal volatile, mais on termine la semaine à 5171, ça n'a pas beaucoup bougé, c'est un des seuls trucs qui n'a pas beaucoup bougé la semaine dernière. C'est une valeur refuge, oui, mais comme tout le monde en a, on se demande s'il fallait pas juste un peu prendre du cash et se planquer au fond du salon, derrière le canapé. Et puis alors, le héros de la semaine, vous voyez, en termes de performance, en tout cas, ça nous arrange moyen la pompe, mais vous voyez que le pétrole a donc littéralement explosé. Au niveau des graphiques, ça ne veut plus rien dire. Toutes les tendances sont pétées, on peut aller rechercher facilement les 95, et comme je le disais tout à l'heure, c'est assez facile dans l'environnement actuel d'aller chercher les 100 $. Il faut absolument que quelque chose bouge au niveau militaire et géopolitique, mais en tout cas pour l'instant, la tendance est cassée, les signaux d'achat sont partout, l'euphorie, une forme d'euphorie et de panique s'est installée sur le baril, tout le monde commence à traiter du baril, donc attention, ça va être très spectaculaire, il est complètement suracheté d'un point de vue technique, mais dans la situation dans laquelle on est, franchement, c'est pas compliqué d'imaginer le baril remonter en direction à nouveau des 115 ou 120 $, sans aucun souci vu l'environnement actuel. Je le disais tout à l'heure à l'accroche de cette vidéo, quand même on a pris quasiment 10 $ sur la semaine, donc on reprend 10 la semaine prochaine avec une situation qui s'aggraverait, ce serait pas tellement compliqué. Rapidement, les vedettes de la semaine. Alors, il n'y avait pas grand-chose, tout le monde était dans le rouge, mais on retiendra quand même que Roche a vécu une sale semaine, même si le groupe a annoncé un résultat positif pour son médicament expérimental contre l'obésité, le Petrelintide. Le problème, c'est que le marché s'attendait à mieux. L'étude clinique intermédiaire montre une perte de poids moyenne de 11%, alors que Roche avait laissé entendre 11 à 15% de perte auparavant. Résultat, les analystes sont un peu déçus. Chez UBS, on estime que le médicament pourrait générer jusqu'à 4 milliards de dollars de ventes annuelles.
mais avec seulement 50% de chance de succès. D'autres analystes sont encore plus prudents. La Banque cantonale de Zurich parle plutôt d'un potentiel d'environ 1 milliard par an. Et surtout, la concurrence est redoutable puisque les médicaments de Novo Nordisk permettent une perte de poids de 11,8% et que Lilly atteint quasiment 20%. Donc Roche, le médicament de Roche, pour l'instant apparaît quand même moins efficace. Le point positif dans tout ça, c'est que les effets secondaires sont assez légers, ce qui pourrait être un gros avantage sur le long terme, ou avec des combinaisons dans d'autres traitements. Mais pour l'instant, Roche est en retard dans la course, alors que Lilly est déjà en phase finale de développement. Autrement, on peut aussi compter les calories, faire du sport et être patient, mais néanmoins, Roche se fait taper dessus, un peu à l'image de l'ensemble du marché suisse de toute façon. Et je vous montre le graphique, mais pour être franc, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Un peu à l'image du SMI, on lui a tapé dessus, il s'est fait avoiner, blablabla, les mauvais résultats sur les médicaments. Forcément, on revient sur un point d'inflexion autour des 340 balles. À mon avis, si les choses se calment, toute cette partie-là est une grosse partie d'exagération. UBS. Le tribunal pénal fédéral a finalement acquitté l'UBS dans l'affaire des fonds mafieux bulgares. C'était une affaire héritée du Crédit Suisse. La justice accusait à la base le Crédit Suisse d'avoir laissé transiter de l'argent provenant du réseau criminel bulgare d'Evelyn Banev, ce qui aurait constitué du blanchiment d'argent aggravé. Mais en appel, les juges ont estimé que la banque ne s'était pas rendue coupable de blanchiment, ne pas rire, et la responsabilité pénale de l'entreprise n'était pas établie non plus, ne pas rire non plus. Résultat, l'amende de 2 millions de francs est annulée, encore une fois, ne pas rire, la créance compensatrice de 19 millions disparaît, bah tu m'étonnes, sinon ça aurait été gonflé, et même si UBS est blanchi, un ressortissant bulgare lié au clan Banev est condamné pour organisation criminelle et blanchiment. 26 mois de prison avec sursis partiel. Oui, parce que sinon c'est trop dur, et puis il n'y a plus de place en tôle pour mettre les gens qui font des excès de vitesse et des stationnements interdits. Un ancien gestionnaire de fortune d'une autre banque est condamné pour soutien à une organisation criminelle, même s'il ne savait pas que c'était de l'argent sale. Une ancienne employée du Crédit Suisse impliquée dans le dossier est décédée en 2023, ce qui a entraîné l'abandon des poursuites contre elle. C'est courageux d'abandonner des poursuites contre une personne décédée. L'affaire avait continué donc contre UBS après le rachat du Crédit Suisse en 2024. Mais UBS a affirmé que la responsabilité pénale d'une entreprise ne devrait pas être transférée automatiquement après une fusion. Bon, en même temps, c'était pas une fusion, mais c'était un hold-up. Mais bon, c'est juste une question de point de vue. Et c'est peut-être pas fini, parce que la décision n'est pas définitive, elle peut encore être contestée et attaquée devant le tribunal fédéral. Bon, de toute façon, à la fin, l'UBS a quand même pris 6,5% dans la tronche, et c'est quasiment, cette histoire, une vraie telenovela. Voilà, alors l'UBS, de toute façon, depuis leurs excellents résultats, il y a 3 semaines en arrière, ils se font taper dessus pour tout ce qui passe. Intelligence artificielle, procès, marché qui baisse à cause du pétrole, enfin bref, c'est l'enfer. On est revenu sur un niveau de support relativement intéressant. Ce serait pas mal qu'on n'ait pas beaucoup plus bas, parce qu'on a cassé la moyenne mobile des 50 jours, la moyenne mobile des 200 jours, et que là, on vient tester ces supports. J'aimerais bien qu'on les tienne, sinon on risque de la retrouver beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, quelque part, je ne suis pas complètement d'accord. Tout ça est un petit peu exagéré à mon sens. Mais peut-être ça va durer quelques temps avant qu'on se reprenne lors des prochains résultats trimestriels. Kuehne+Nagel, les résultats de 2025 montrent un ralentissement de l'activité. Le bénéfice du géant suisse de la logistique est tombé à 882 millions contre 1,18 milliard l'an dernier, tandis que le chiffre d'affaires a légèrement reculé à 24,48 milliards de francs. Dans un secteur directement dépendant du commerce mondial, ces chiffres reflètent un environnement économique un peu plus fragile. Et puis un autre facteur commence à peser, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la guerre autour de l'Iran, bien sûr. Les perturbations dans le détroit d'Ormuz, une route maritime essentielle pour le commerce mondial, compliquent la circulation des navires et renchérissent les coûts de transport. Les assureurs augmentent leurs primes de risque et certaines compagnies doivent détourner leur route, ce qui crée retard, incertitude, etc. dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, pour un groupe comme Kuehne+Nagel, dont le métier c'est d'organiser les flux des marchandises à l'échelle mondiale, ces tensions représentent un défi logistique supplémentaire et comme on en a largement parlé dans cette vidéo, c'est pas simple. Mais paradoxalement, ces crises peuvent aussi renforcer le rôle des grands logisticiens car les entreprises ont encore plus besoin d'acteurs capables de trouver des routes alternatives, de les sécuriser et d'améliorer la qualité de leur chaîne d'approvisionnement. En résumé, KNIN évolue dans un environnement plus compliqué, l'activité ralentit, mais les tensions géopolitiques rendent la logistique plus complexe, ce qui peut à la fois peser sur les volumes et souligner l'importance stratégique des grands acteurs comme cette société.
Alors vous voyez, la dernière fois, on avait l'impression que ça s'améliorait suite aux résultats. On est revenu à la case départ. Bref, on est dans ce range. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de sortir d'une manière ou d'une autre. Ce serait bien qu'on sorte par le haut, mais pour l'instant, on voit qu'on est vraiment coincé entre les 170 et les 190 francs suisses sur Kuehne+Nagel. Donc à surveiller techniquement. Je pense que si on sort par le bas, on peut retourner facile à 150. Et si on arrivait à recasser les 190, alors là, on a toute une nouvelle histoire qui s'ouvre. Mais comme on vient d'en parler, c'est relativement complexe et compliqué de voir un petit peu plus loin pour ce qui est de Kuehne+Nagel. Parlons maintenant de VAT. Le spécialiste saint-gallois des pompes à vide a publié des résultats corrects, mais pas assez pour impressionner le marché. En 2025, le chiffre d'affaires progresse de 14% à 1,07 milliard. L'EBITDA grimpe à 321 millions, plus 9%, et le bénéfice net atteint 214 millions, soit une petite hausse de 1,2%. Rien de catastrophique, mais un peu en dessous des attentes des analystes. Résultat classique à la bourse, l'action s'est fait secouer, avec une baisse de 5% le jour de l'annonce. La consolidation vient du dividende, en hausse de 12% à 7 francs par action. La direction reste optimiste, elle parie sur le retour du cycle des semi-conducteurs, porté notamment par la demande liée à l'IA. C'est original. Les premières indications pour 2026 montrent déjà des commandes solides. En résumé, une année correcte mais sans étincelle, et un pari désormais clairement placé sur la reprise du secteur des semi-conducteurs. Bon, moi qui croyais que les semis avaient explosé en 2025, j'ai dû rater un truc. Voilà, de toute façon, on va dire qu'on était déjà beaucoup monté, que quelque part, il y a eu une prise de profit, plus la crise en Iran, ce qui fait qu'on revient gentiment sur la moyenne mobile des 50 jours. Attention à pas trop baisser, parce que n'oubliez jamais quand même qu'on a laissé plein de gaps, et que les gaps sont quand même faits pour être comblés, donc ce serait un peu ballot de voir revenir VAT en direction des 380, donc attention à la zone des 480, ça serait bien de ne pas la lâcher d'un point de vue technique. On passe maintenant rapidement au en vrac de la semaine. Le numéro 1 suisse de la construction, Implenia, a vu son bénéfice reculer en 2025 à un peu moins de 85 millions de francs dans un contexte de baisse des revenus. Du côté de l'immobilier, Plaza a profité d'une forte hausse des revenus locatifs et d'une revalorisation de son portefeuille immobilier. La société proposera un dividende en hausse à ses actionnaires. Dans la pharmacie, Galderma a amélioré ses ventes et sa rentabilité, notamment grâce au lancement de son traitement Nemluvio en Europe et aux USA. Chez Bossart, le bénéfice a légèrement reculé, tandis que la croissance des ventes provient surtout des acquisitions réalisées ces derniers mois. Le fabricant d'électroménagers haut de gamme Vezug a lui aussi vu sa rentabilité baisser sur l'année, merci à la concurrence des Chinois. Même constat pour SFS Group, dont le bénéfice recule. Le groupe maintient toutefois son dividende. Dans la tech, Comet Group a enregistré une légère hausse de ses ventes, mais sa rentabilité a nettement reculé. La direction espère un redressement dès le début de l'année en cours. Dans l'industrie du bâtiment, Arbonia a terminé une année difficile et ne versera pas de dividendes. Le spécialiste des revêtements de sol, Forbo, a vu sa rentabilité reculer plus fortement que prévu, malgré des ventes relativement résistantes. Dans l'emballage alimentaire, SIG Group a publié des résultats solides, une fois les coûts de restructuration retirés. Le grossiste informatique Alzo Holding a annoncé un programme de rachat d'actions. Le conglomérat industriel Bucher a réussi à améliorer son bénéfice malgré une baisse des ventes. Dans le secteur du voyage, Flughafen Zurich et Avolta ont souffert de perturbations liées aux voyageurs bloqués au Moyen-Orient. Et c'est visiblement pas terminé. Le spécialiste des matériaux composites Gurit a creusé sa perte nette et vise toujours une amélioration de sa marge pour l'an prochain. Chez Arista, les revenus ont légèrement progressé, mais aucun dividende ne sera versé. Et enfin, gros mouvement dans le capital de Leontech. Son principal actionnaire Raiffeisen a cédé la majeure partie de sa participation à plusieurs investisseurs privés, tout en conservant une part minoritaire dans le groupe. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette semaine qui se termine sous les bombes et sous la pression énorme du pétrole. La semaine prochaine, on aura le CPI américain. Je suis prêt à vous parier qu'ils vont nous sortir une histoire comme quoi le pétrole n'est pas important et que ça n'a pas eu d'impact en février. Reste à régler cette guerre avant le 31 mars. D'ici là, passez un excellent week-end. Cette fois, vous pouvez vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Vous pouvez liker, vous pouvez partager et commenter la vidéo. Nous, on se voit bien sûr lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et merci encore d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne à me suivre tous les jours. Allez, profitez bien. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.